15h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, les derniers mots des accusés au procès des attentats du 13 novembre 2015. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin. C'est ce qu'a déclaré Salah Abdeslam, l'un des principaux accusés. L'heure est désormais aux délibérations. Le verdict, ce sera mercredi après-midi. Semaine de casse-tête pour Elisabeth Borne, chargée de trouver un potentiel accord de gouvernement et d'établir une feuille de route qu'elle soumettra ensuite à Emmanuel Macron. La Première ministre reçoit cet après-midi les chefs de groupe parlementaires. Avant-dernier jour du sommet du G7 en Allemagne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est invité dans les discussions pour demander par visioconférence la fin du conflit avant l'hiver. Il a également appelé les dirigeants du G7 à renforcer leurs sanctions contre la Russie. Et c'est donc bientôt la fin de ce procès des attentats du 13 novembre 2015. Après près de 10 mois d'audience, le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Aujourd'hui, les accusés ont eu l'opportunité de s'exprimer pour la dernière fois avant les délibérations, notamment Salah Abdeslam. Kelly Lafin est au palais de justice pour BFM TV. Plusieurs accusés ont parlé avec une émotion dans la voix, des larmes même pour certains, notamment les 3 accusés qui comparaissaient libres, qui ont tous eu un mot pour les parties civiles, les victimes qui sont venues à leur rencontre et qui les ont soutenues. Preuve de l'atmosphère inédite dans ce procès qui dure depuis bientôt 10 mois et durant lequel des liens se sont tissés entre les parties civiles mais aussi avec les avocats et même certains accusés. Quasiment tous ces hommes dans le box ont pris la parole les uns après les autres. Salah Abdeslam s'est exprimé en tout dernier, longuement. Ses premiers mots ont été pour les victimes. Je vous ai présenté mes excuses, dit-il, et certains vous diront qu'elles étaient insincères et que c'était une stratégie. Il n'a échappé à personne l'évolution qui a été la mienne pendant ce procès. Je voudrais raconter quelques épisodes de mon incarcération, non pas pour me plaindre, il serait ridicule de comparer ma douleur à la vôtre, mais pour expliquer les raisons de mon évolution. Salah Abdeslam raconte alors les violences, le harcèlement des surveillants lors de son incarcération en Belgique, qui explique son état d'esprit au début du procès. J'ai été un peu dur dans mes paroles et je le regrette. Après ces justifications, Salah Abdeslam a terminé sa prise de parole par un plaidoyer en sa faveur. La perpétuité est à la hauteur des faits, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box. Je suis entré en prison à 26 ans, a-t-il dit. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une erreur. Si vous avez une grosse semaine, dites-vous que celle d'Elisabeth Borne potentiellement est encore plus difficile. Beaucoup de défis à relever pour la Première ministre qui cet après-midi commence à recevoir les chefs de groupe parlementaires. Elle est chargée de trouver un potentiel accord de gouvernement. Anne-Solène Tavernier. Le temps est compté. Elisabeth Borne a moins d'une semaine pour proposer au chef de l'État un nouveau gouvernement dit d'action. Quelle forme prendra-t-il? S'agira-t-il d'un gouvernement de coalition? Ce lundi matin, le ministre de l'économie a rappelé un principe intangible. L'esprit de compromis doit s'accompagner de l'esprit de décision. Et le compromis, ce n'est pas le reniement. Il y a un projet. Et croyez-moi, je suis viscéralement attaché à ce que nous gardions la ligne de notre projet. Elle n'est pas négociable. Nous croyons à la nation, nous ne croyons pas, par exemple, au communautarisme. Quel profil la locataire de Matignon est-elle en train d'examiner? Une chose est sûre, selon la volonté de l'Élysée, ni la France insoumise ni le Rassemblement national ne feront leur entrée au gouvernement. Tant pis, lui répondent les principaux intéressés. Et nous, on n'a pas besoin de brevet de gouvernabilité de M. Macron pour faire des propositions et défendre les Français qui nous ont élus. Nous, on défendra dans la droite ligne des valeurs de Marine Le Pen, ce qui est bon pour la France, et on n'a pas besoin de l'avis des uns et des autres. Ce n'est pas à lui de décider qui peut gouverner ou pas. Ce sont les Français qui le décident. Elisabeth Borne, que l'on dit froide et techno, va devoir montrer qu'elle est beaucoup plus politique qu'elle en a l'air. Si sa marge de manœuvre est étroite, c'est du côté de l'Assemblée nationale qu'elle pourrait obtenir des compromis de l'opposition. Quand on regarde les 4 grands thèmes du programme présidentiel, le travail, la fracture territoriale, la sécurité, l'éducation et le climat, je pense qu'on peut se retrouver avec des élus, des députés qui ont un peu, j'allais dire, la même philosophie. D'ores et déjà à la tâche, la Première ministre reçoit ce lundi et jusqu'à mercredi les présidents de groupes parlementaires. Benjamin, mission impossible pour la Première ministre ou pas forcément?
mission impossible s'il s'agit de nouer des accords de gouvernement ou de coalition, parce que ça, on l'a bien compris dans les réactions de ceux qui auraient été susceptibles de signer ces fameux accords avec le gouvernement, qu'il n'en est en aucun cas question quand on prend quand on prend les partis qui sont dans cet arc délimité par Emmanuel Macron, c'est-à-dire des communistes aux républicains. Les communistes ne seront pas au gouvernement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Les républicains qui, idéologiquement, sont sans doute ceux qui se rapprochent le plus de la majorité présidentielle, là encore, l'ont dit, Olivier Marleix, le président de groupe, a dit qu'il refusait d'être la béquille du gouvernement. Par contre, mission impossible pour aller chercher éventuellement quelques personnalités pour essayer d'élargir au maximum. Là non, on voit bien qu'il manque une quarantaine de sièges à Elisabeth Borne et au gouvernement pour obtenir une majorité absolue. Ces 40-là, ce sera difficile, mais par contre, d'aller chercher quelques personnalités, ces fameuses voix dissonantes qu'a pu évoquer Emmanuel Macron, par exemple à droite, Jean Rottner, Christelle Morancé, pourquoi pas Jean-François Copé, d'aller trouver quelques voix chez des députés d'outre-mer, chez des socialistes dissidents. Là, ce n'est pas impossible, mais ce qui est sûr, c'est que des schémas qui avaient été évoqués, gouvernement d'union nationale, accord de coalition, majorité d'action au cas par cas, c'est bien la troisième hypothèse qui semble en l'état la plus plausible, avec de fait des moments quand il s'agira par exemple d'agir pour le pouvoir d'achat des Français, ce sera envisageable parce que les oppositions auront en quelque sorte sans doute à cœur de montrer qu'elles peuvent être dans un état d'esprit constructif, mais quand il y aura des décisions difficiles à prendre, ces majorités d'action seront plus difficiles à trouver. Bref, la France sera sans doute gouvernable, sera-t-elle réformable? C'est une autre question. Gaëtan Mélin, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, il va être présenté prochainement, d'abord au Conseil des ministres et puis ensuite à l'Assemblée, la nouvelle Assemblée nationale. On connaît déjà un peu plus de mesures, elles ont été précisées aujourd'hui, quelles sont-elles? Oui, tout à fait. Alors le premier volet concerne principalement plusieurs prestations sociales qui vont augmenter de 4%. Alors cela concerne les pensions de retraite et d'invalidité, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales et les minima sociaux qui en profiteront également, tout comme l'allocation aux adultes handicapés. Et puis, du côté des loyers, là aussi, c'était une vraie interrogation. Eh bien, cette fois-ci, les APL vont augmenter de 3,5%. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de faire face à l'augmentation des loyers, une augmentation des loyers, et qui sera, somme toute, plafonnée à 3,5%. Bercy nous indiquait qu'un ménage qui paye un loyer d'un peu plus de 800 € par mois, eh bien, pourrait ainsi économiser pas moins de 200 € fin 2022. Cette revalorisation des APL coûtera 168 millions d'euros à l'État. Est-ce que les entreprises aussi vont être mises à contribution? Eh bien oui, enfin, je serais tentée de dire, puisque vous le savez, les appels à augmenter les salaires sont très peu suivis, d'où d'ailleurs les manifestations ou les grèves qui arrivent de ci, de là. Donc là, le gouvernement voudrait intégrer dans son projet pouvoir d'achat une disposition pour en quelque sorte obliger le versement d'un intéressement dès lors qu'il y a des bénéfices qui sont réalisés. C'est ce qu'on appelle aussi le partage de la valeur créée dans l'entreprise. Alors, ces hausses programmées vont accompagner d'autres mesures que l'on connaît déjà, comme par exemple la hausse de 4% de la prime d'activité, le nouveau chèque alimentaire inflation, la revalorisation du point d'indice qui, vous le savez, sert de base pour la rémunération des fonctionnaires. Pardon, je vais y arriver. Et cette revalorisation du point d'indice, eh bien, elle sera dévoilée demain par le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. Le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Il y aura également un triplement et la pérennisation de la prime de pouvoir d'achat. Et puis, la remise sur le carburant, mais qui devrait être réservée cette fois-ci aux gros rouleurs. Merci pour ces précisions, Gaëtan Mélin. On en vient à présent à cette guerre en Ukraine, en plein cœur de ces 3 jours de sommet du G7. On en est au 2e jour aujourd'hui. Le président Zelensky s'est exprimé par visioconférence aujourd'hui pour demander plus de sanctions envers la Russie et la fin de la guerre d'ici l'hiver. Agathe Lambré est sur place pour BFM TV.
Depuis l'Ukraine, derrière son écran, Volodymyr Zelensky a expliqué aux leaders du G7 qu'il fallait tout faire pour que la guerre soit achevée avant la fin de l'année, car l'hiver est très rude. En Ukraine, il sera très difficile de combattre dans ces conditions. Le président ukrainien qui a dressé un tableau très sombre des bombardements sur son pays, 15 missiles tirés par jour, 62 pour la seule journée d'hier, une journée marquée par de nouveaux bombardements sur Kiev. Le président ukrainien qui a répété aussi qu'il fallait intensifier les sanctions contre Moscou. Justement, le G7 planche sur de nouvelles mesures. Les leaders réfléchissent à un embargo sur l'or russe, une ressource stratégique pour Moscou. Ils planchent aussi sur un plafonnement des prix du pétrole russe. Mais sur ce point, la France est sceptique. La France qui plaide plutôt pour une mesure plus large au niveau des pays producteurs de pétrole. Vous le voyez, il y a des divergences et c'est tout l'enjeu de ce sommet. Rester unis alors que cette guerre qui dure met à mal la cohésion entre les pays alliés. Et dans quelques instants, nous reparlerons des consultations que va mener Elisabeth Borne à partir de cet après-midi auprès des différents chefs de groupes parlementaires, de l'opposition notamment. Débat à suivre entre deux d'entre eux. Tout de suite. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Nouvelle soirée spéciale quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine. Image sidérante aujourd'hui. Pour prolonger l'info, décrypter les événements de la journée. Il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cessent. Nos reportages. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. C'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Nous n'avons aucune information. Et l'analyse de nos chroniqueurs. Là, on assiste ce soir à la destruction d'une nation. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Ok donc, je suis un hôtel en bord de plage. Comme vous pouvez le constater, je suis plutôt du genre relax. J'aime pas trop me vanter, mais je tiens quand même à dire que j'ai plusieurs piscines. Je cherche quelqu'un qui aime le sable et le soleil. Vous êtes du genre actif? Je connais plein d'endroits sympas. Vous avez des enfants? Génial, les enfants m'adorent. Et voilà quoi. Je suis un hôtel en bord de plage. Conto, c'est le compte au service des pros. Que vous soyez chef d'entreprise ou indépendant, dédiez toute votre énergie à votre business sans être freiné par la gestion financière. Avec le compte Pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. Tarifs transparents, service client 24 heures sur 24, comptabilité simplifiée. Conto, le compte au service des pros. Le futur. Le futur pour ceux qui n'ont pas peur de briller. Le futur pour ceux qui ne regardent pas en arrière. Ceux qui ont besoin d'espace. Beaucoup d'espace. Ceux qui ne freinent devant rien. Ceux qui ont tout. L'argent. Le mariage parfait. Les enfants qui ne pleurent jamais. Le chien bien coiffé. Les abdos huilés. Le jet privé. Mais comme vous, on ne vit pas dans une publicité. Alors chez Speedy, on sait que la mobilité de demain se construit avec vous. Partout et pour tous. Va donc chez Speedy, Speedy. Bonjour, je suis votre algorithme. Je sais à quelle fréquence vous faites du sport, le plat que vous allez commander. Je connais même votre prochaine envie. Non, j'en doute. Nouvelle Alfa Romeo Tonale hybride. Live unpredictably. Je me passionne pour le développement durable depuis que je me suis installée à Séville, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je travaille chez Amazon sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable. Comme cette centrale solaire, l'une de nos plus grandes en Europe, qui alimente en partie nos activités. Je suis fière de contribuer à bâtir un avenir meilleur.
Merci. Boutique, vente en ligne et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Non, papa, t'es relou. Oh, ça va. Mais... Non, mais papa, là. C'est pas lumière. Ah non, c'est pas lumière. Découvrez BFM Alsace. Plus d'infos, plus près de chez vous, partout en Alsace, à votre service. Dès demain, découvrez votre nouveau média 100% local. Présent dans les régions de Haguenau, Strasbourg, Célestat, Colmar, Mulhouse ou encore Saint-Louis. Bienvenue sur BFM Alsace, j'ai hâte de vous retrouver à partir du 28 juin pour vous présenter toute l'actualité près de chez vous. 7 jours sur 7, l'info locale en direct, le trafic, les transports, la météo, vos sorties, le tourisme et le patrimoine, les entreprises de votre région. L'actualité politique 24 heures sur 24 pour vous informer au plus près. Bienvenue à nos amis de BFM Alsace. Bon lancement. Plein de belles choses. Il va falloir vous habituer à ce micro. Rendez-vous donc le 28 juin. Longue vie à BFM Alsace. Schmutz. Retrouvez BFM Alsace, qui succède à Alsace 20. Vous n'avez rien à changer. Même canal, le canal 30 de la TNT. Sur les box et applications gratuites. BFM Alsace, l'info locale qui vous simplifie la vie. Info locale, service, proximité. – 15h45 sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On vous le rappelle, cet après-midi, Elisabeth Borne reçoit pour le début de ses consultations les chefs de groupes parlementaires afin de constituer son gouvernement d'action d'ici la fin de la semaine. Bonjour Yann Brossat, vous êtes porte-parole du Parti communiste. Bonjour également à Philippe Ballard, député Rassemblement national de l'Oise et porte-parole du Rassemblement national. On en parle avec vous cet après-midi. Philippe Ballard, tout d'abord, le Rassemblement national ne devrait pas être concerné puisqu'il n'est pas un parti de gouvernement selon Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes vexé de ne pas être pris en considération pour la constitution de ce gouvernement ? Non, deux choses. Il faudra quand même que Emmanuel Macron nous explique ses propos, en quoi nous ne partageons pas les valeurs républicaines. Enfin, est-ce qu'il a des exemples précis à donner ou bien est-ce que, comme d'habitude, il est dans le mépris et l'arrogance? Voilà, c'est le premier point. On attend quand même quelques mots, quelques phrases d'explication du chef de l'État. Et puis ensuite, alors gouvernement, on a eu droit à un gouvernement d'union nationale il y a quelques jours. À présent, on parle de gouvernement de coalition, enfin un gouvernement d'union nationale. Ou de coalition, enfin on va être concret. Allez, réunion autour de la table du Conseil des ministres, autour d'Elisabeth Borne a priori, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. On va égrener les dossiers un par un sur la retraite. C'est non. Pour nous, la retraite à 65 ans, c'est non. En matière de sécurité, Monsieur Darmanin, un bilan cataclysmique. On n'attend absolument rien. On écouterait ses propositions. Mais enfin, vu son bilan, quand il y a une agression gratuite toutes les 40 secondes en France, on peut se faire tuer pour un regard de travers ou une cigarette refusée. On n'attend pas grand-chose. Et pas en matière migratoire. Si on prend nos propositions très bien, si c'est la France passoire qui nous est encore une fois proposée, ça risque d'être compliqué. Donc ce gouvernement de coalition, en fait, c'est une façon de marquer l'échec des élections législatives pour la majorité. La majorité qui regarde du côté LR. À la limite, j'ai envie de dire c'est normal puisque beaucoup de LR, pas tous, mais beaucoup partagent cette même vision. Ce sont des mondialistes. Ils vont très bien avec Emmanuel Macron. Nous incarnons le camp des nationaux et nous appelons ces militants, ces électeurs, ces cadres LR et pourquoi pas certains élus à venir nous rejoindre. Yann Brossat, vous, qu'attendez-vous de ces nouvelles consultations? Il y a une semaine, c'était à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est avec Elisabeth Borne à Matignon. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'enfin ils ouvrent les oreilles et qu'ils n'écoutent pas que de l'oreille droite et un peu plus de l'oreille gauche. Qu'ils entendent l'aspiration massive des Français, de ceux qui travaillent, de ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont aujourd'hui retraités,
à vivre dignement. Et donc nous viendrons, comme d'habitude, avec des propositions concrètes, l'augmentation du SMIC à 1 500 €, l'augmentation des pensions de retraite pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et le blocage des prix, parce qu'on voit bien aujourd'hui à quel point le budget des Français est grévé par ce niveau d'inflation absolument monstrueux. Philippe Ballard, justement en parlant de la situation des Français, de leur pouvoir d'achat notamment, c'est le premier projet de loi qui va être présenté et certaines mesures ont été annoncées aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été présenté? Est-ce que vous voteriez cette loi? Eh bien, on la connaît que très partiellement. Enfin, moi, j'ai écouté tout à l'heure la réindexation des retraites sur, alors a priori l'inflation. Enfin, c'est pas tout à fait défini. Je rappelle quand même que c'est Emmanuel Macron qui a arrêté d'indexer les retraites. Marine Le Pen en avait fait l'un de ses dossiers prioritaires. Bah, tant mieux. Si Emmanuel Macron arrête dans la verticalité, arrête d'être sourd malgré ce qu'il dit aux revendications des Français, s'il écoute les propositions du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Tant mieux. Nous, il y a une seule question. Les députés Rassemblement national, les 89 députés, se poseront une seule question avant de voter un texte de loi. Est-ce que ça va dans l'intérêt des Français ? Est-ce que ça va dans l'intérêt de la France? Et puis on a bien sûr des propositions. Vous me parlez du pouvoir d'achat. Nous, on a toujours cette proposition que portait Marine Le Pen, la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, que ce soit l'essence, le gaz, l'électricité, le fioul, de 20 à 5,5%, ou encore un panier de 100 produits de première nécessité, TVA 0, lorsque l'inflation dépasse d'1 point le taux de croissance. Yann Brossat, pour le Parti communiste, pour la NUPES de manière générale, si le gouvernement prévoit, c'est ce qu'il dit, d'augmenter plusieurs aides, les pensions de retraite, les APL, le RSA, même si ce n'est pas autant que vous le souhaiteriez, est-ce que vous le voterez pour les Français? Tout dépend de ce qui est proposé. Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. On ne réglera pas le problème dramatique du pouvoir d'achat des Français avec 2 chèques et 3 cacahuètes. On a besoin fondamentalement de changer l'approche du gouvernement. D'abord, d'augmenter les salaires. Je suis frappé par la grande hypocrisie de tous ces gens qui parlent de pouvoir d'achat matin, midi et soir sans aborder la question des salaires. Concrètement, on fait quoi du SMIC? Est-ce que concrètement, dès le 1er juillet, on fait passer le SMIC à 1 500 € net pour permettre à ces millions de travailleurs qui font vivre notre pays, qui font tourner ce pays, de relever la tête et de sortir enfin la tête de l'eau? C'est la première chose, c'est la question des salaires. Mais le problème, c'est que pour l'instant, le gouvernement est très en deçà. Quand je les vois faire de grands moulinets pour dire qu'ils vont augmenter l'APL, la réalité c'est qu'ils vont augmenter l'APL de 168 millions d'euros, après l'avoir réduite de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'ils vous prennent 100 et ils vous rendent 1. Tout cela est une arnaque. J'ai un peu l'impression d'avoir affaire à Gérard Majax. Moi, ce que je veux, c'est que concrètement, on améliore la vie des Français et ça suppose de changer fondamentalement de braquet. Yann Brossat, vous êtes par ailleurs maire adjoint de Paris en charge du logement. Parmi les propositions qui vont être proposées dans le projet de loi sur le pouvoir d'achat, il y a le plafonnement de la hausse annuelle des loyers à 3,5% maximum. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils présentent ça comme un bouclier logement. La réalité, c'est que le bouclier, il est percé, puisqu'ils vont permettre que les propriétaires augmentent les loyers de 3,5%, ce qui est énorme. Ça représente en termes de budget, pour un certain nombre de familles, des centaines d'euros en plus par an de loyers qu'ils vont devoir verser à leurs propriétaires. Ce qu'on aurait dû faire, particulièrement dans le secteur privé, c'est imposer un blocage des loyers, qu'il n'y ait pas d'augmentation des loyers cette année, alors même que par ailleurs, tous les prix augmentent, le prix de l'alimentation, le prix de l'énergie, et en plus, vous allez devoir subir une hausse de loyer qui peut aller jusqu'à 3,5%. Donc là aussi, le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, et nous aurons, avec les députés communistes, des propositions à faire pour permettre que le logement ne soit pas à ce niveau-là et ne soit pas aussi cher. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM TV. La météo tout de suite. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max, qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans.
Bonjour à tous, c'est une belle amélioration qui concerne cet après-midi les régions du nord-ouest avec le retour de belles éclaircies entre les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes en remontant vers le bassin parisien. En revanche, le temps reste plus instable des Pyrénées à la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la région Grand Est avec des averses localement orageuses pour ces régions. Le soleil mais le vent pour la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, elles sont toujours un peu justes pour la saison. C'est vrai, seulement 18 degrés pour Brest, 21 pour Nantes, 23 pour Bordeaux, 22 à Toulouse, 23 aussi pour Paris jusqu'à 34 pour Marseille, ça reste chaud dans le sud-est, 35 pour la température la plus élevée à Ajaccio. Demain matin, donc cette belle amélioration quasiment partout avec du soleil. Le temps va rester instable le matin comme l'après-midi dans les régions de l'Est avec de bonnes averses orageuses. À noter que partout ailleurs, donc le soleil va s'imposer. Et puis toujours le vent pour la Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures en matinée toujours un peu fraîches, c'est vrai, 8 pour Cherbourg, 9 pour Nantes, 14 à Paris, 12 à Strasbourg. Ça reste plus élevé dans le sud-est, 23 déjà pour Nice et dans l'après-midi, belle remontée des températures à la faveur de l'ensoleillement. 26 dans la capitale, 25 pour Lille, 25 aussi pour Bordeaux et jusqu'à 33 pour Marseille. Demain après-midi. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max, pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Kia présente un modèle d'inspiration. J'ai eu l'idée de faire des mannequins robots qui permettent à la mode de concevoir, produire et vendre mieux dans toutes les tailles afin que la mode soit plus inclusive et aussi plus écologique. On est dans la robotique et on s'inspire beaucoup, pour être honnête, de l'automobile. Il y a plein de bonnes pratiques à récupérer. D'abord dans la conception de produits qui seront très vite industrialisés, dans la sécurité, la fiabilité des composants et des assemblages, dans la mesure où on a un robot qui est évolutif. Et puis on a les mêmes enjeux. On a des enjeux de durabilité, d'adaptation du produit parce que les consommateurs vont changer, mais qu'on est sur des produits qu'il va falloir faire évoluer. Donc on s'est inspiré et on continue à s'inspirer de l'automobile. On fait une véritable rupture technologique et c'est ça qui motive tous les jours. Kia vous a présenté un modèle d'inspiration avec Sportage. Kia. Movement that inspires. Remplacer sa vieille chaudière au fioul par une pompe à chaleur. On peut se retrouver seul perdu sur une île déserte. Mais sans la plage ni le sable fin. Vous voyez ? Bien sûr. Mais là, c'est le bon moment. NG Home Service vous accompagne pour le remplacement de votre chaudière au fioul par une pompe à chaleur. J'agis avec NG Home Service. Ecomiam, les irréductibles du surgelé. Par économie. Par envie de mieux manger. Par goût des produits, origine France. Cocorico. Parce que c'est trop bon. Par choix de consommer autrement. C'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients. Par envie de cuisiner. On se retrouve tous chez Ecomiam. Les irréductibles du surgelé. Eh ouais. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme et mon oncle des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Estimation, facture et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square.
Roulez en sécurité et gardez vos points avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur tous nos boîtiers. Coyote. Bonjour papa. Il n'y a plus de place. Mais si. Voyez plus grand. Nouveau Renault Trafic à partir de 199 € par mois. Venez découvrir toute notre gamme d'utilitaires pendant les jours Pro Plus du 20 au 30 juin. Il est quasiment 16h. À la une, ces consultations à Matignon. La Première ministre commence à recevoir les chefs des groupes parlementaires, notamment sur un possible accord de gouvernement, voire leur participation à un gouvernement, mais aussi sur le vote des prochains textes de loi. Et le premier concernera notre pouvoir d'achat. Les premières mesures ont été précisées aujourd'hui. Il s'agit notamment de revalorisation des prestations sociales, d'un bouclier sur les loyers ou encore d'une incitation à l'intéressement. Volodymyr Zelensky exhorte les dirigeants du G7 à faire le maximum pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de cette année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver en Ukraine. Le G7 qui va continuer à accroître la pression sur Poutine, promet le chancelier allemand. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin. Les derniers mots de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Dernière audience des accusés aujourd'hui. L'heure est désormais aux délibérations avant le rendu du verdict mercredi. Elle a très peu de temps. Elisabeth Borne, sa semaine va être chargée, c'est le moins que l'on puisse dire. Elisabeth Tholomé, la Première ministre, qui dispose de quelques petits jours pour élaborer une feuille de route et un nouvel organigramme gouvernemental qu'elle présentera ensuite au président de la République. Oui, avant de s'envoler pour une semaine de déplacements internationaux, Emmanuel Macron a laissé quelques devoirs à sa première ministre qu'il a renommée donc et à qui il a redonné toute sa confiance. Première tâche, poursuivre ses consultations avec les présidents de groupe pour savoir leur degré de coopération avec le gouvernement, notamment du côté de l'opposition. Ça va démarrer dans quelques instants. Elisabeth Borne consulte cet après-midi les 3 présidents de groupe de la majorité. Concrètement, elle va leur demander 3 choses. La première, s'ils sont prêts à passer des accords de gouvernement. La seconde, s'ils vont voter la confiance ou s'abstenir. La troisième, s'ils vont voter le budget, texte fondateur, ou là encore s'abstenir. L'objectif, bien sûr, c'est de voir avec quelle majorité le gouvernement va pouvoir faire adopter ces textes à l'Assemblée nationale. Et puis, la deuxième tâche qui incombe à Elisabeth Borne cette semaine, c'est de se projeter sur le remaniement qui va avoir lieu d'ici quelques jours. Là aussi, le président de la République l'a chargé de voir quelles sont les personnalités en dehors de la majorité qui pourraient rejoindre ce gouvernement. Plusieurs questions restent néanmoins à trancher. Va-t-on devoir procéder à des remplacements poste pour poste, remplacer les ministres qui vont devoir quitter leur marocain d'ici la fin de semaine, ou bien faudra-t-il faire un remaniement plus large, repartir d'une feuille blanche? Quid des cas Abad et Zakharopoulou également, tous deux mis en cause avec des accusations de viol, ce qui fait dire à un conseiller qu'il faut se débarrasser des branches pourries. La fenêtre de tir, en tout cas pour le duo de l'exécutif, est assez mince. Emmanuel Macron rentre de ses déplacements vendredi matin, le 1er juillet. Elisabeth Borne doit, elle, prononcer un discours de politique générale le mardi 5 juillet à l'Assemblée nationale. Merci Elisabeth Tholomé en direct de Matignon avec Médéric Soltani pour BFM TV. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV nous a rejoint avec cette autre question à trancher. Il y en a beaucoup en très peu de temps, une semaine en gros. Qui finalement pour collaborer dans ce gouvernement ? Alors, il y a un certain nombre de noms, en tout cas des personnalités de différentes entités d'opposition. Et je dis bien entités parce qu'elles font pas forcément partie des groupes de députés élus à l'Assemblée, et c'est là que le bas blesse pour certains d'entre eux, en tout cas différentes personnalités qui sont en train de dire peut-être qu'il faut quand même essayer de dialoguer avec le gouvernement sans aller jusqu'à un accord de gouvernement évident, mais en disant en tout cas il faut quand même essayer de discuter. À droite, vous avez Christelle Morancet, vous avez Jean-François Copé qui est un peu plus nuancé, mais qui dit quand même il faut essayer, qui a plaidé au sein des Républicains pour essayer de construire une opposition, disait-il, constructive avec la majorité. Philippe Juvin, Catherine Vautrin, à gauche, vous avez des députés aussi de gauche qui n'ont pas souhaité faire partie de la NUPES, qui pourraient être récupérés aussi dans le giron gouvernemental. On verra si ça fonctionne. Et au sein de la NUPES, vous en avez un qui suscite beaucoup d'interrogations, voire des raclements de gorge, c'est Fabien Roussel. À nouveau interrogé ce week-end, il a dit « Je ne veux
veux pas dire oui, mais je ne veux pas dire non parce que je veux que les choses avancent. Il exclut, quand on l'interroge, quand on le pousse, le fait de participer à un futur gouvernement, mais quand même, on le sent sur une ligne un petit peu plus tangente que d'autres personnalités de la NUPES qui, elles, disent c'est non, absolument non. Après, la question, encore une fois, c'est que toutes ces personnalités, l'objectif, c'est qu'elles emportent avec elles des députés. Si ce sont des personnalités qui, elles, ne sont pas élues, eh bien, l'objectif, c'est encore et toujours d'avoir une majorité. Si c'est pour avoir un gouvernement très représentatif, mais finalement, à la fin, ne pas obtenir de majorité absolue grâce à ces ralliements, ça sera un coup d'épée dans l'eau. On a envie d'avoir votre avis aussi, Daniel Simonet. Vous restez avec nous, évidemment. Anne, bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de Paris. À quoi peuvent servir, d'après vous, ces consultations menées par Elisabeth Borne à partir de cet après-midi, puis ça va se continuer dans les prochains jours, avec consultation des différents chefs de groupes parlementaires, dont La France Insoumise? Écoutez, nous sommes bien sûr satisfaits d'être consultés. Et pour nous, ça doit être l'occasion à nouveau de bien expliquer à la Première ministre que nous souhaitons et nous exigeons que le respect du cadre démocratique et qu'elle se soumette bien au vote de confiance du Parlement. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler sur quel mandat nous sommes élus. Nous avons été élus pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour incarner à la fois cette force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron et en même temps force de proposition, c'est-à-dire incarner une alternative qui puisse tourner la page à ce néolibéralisme qui a à ce point-là provoqué de la maltraitance sociale et l'inaction climatique. Et alors comment on s'entend en faveur des Français sur des textes comme, par exemple, le premier d'entre eux, celui portant sur le pouvoir d'achat avec toute une série de mesures? Alors, si un certain nombre d'éléments commencent à sortir sur ce texte, le texte n'est pas encore transmis, et puis il y aura donc aussi tout un débat avec des amendements. D'abord, nous proposons une autre proposition de loi alternative sur la question du pouvoir d'achat, parce que nous voyons bien à travers les premières mesures que ce qui se prétend répondre à la question du pouvoir d'achat, finalement, va encore aggraver ce pouvoir d'achat. Je vous donne un exemple. Quand vous avez Monsieur le maire qui annonce ce matin qu'il ne va pas augmenter, qui va cantonner la hausse des loyers à 3,5% et qu'il y aura d'autres aides mises en place sur la question des APL, on se rend compte que pour tout un tas de locataires de ce pays, ils vont perdre du pouvoir d'achat. Donc ça ne va pas du tout dans le sens de la réduction du pouvoir d'achat. Je peux vous donner des chiffres, par exemple. Lorsque vous avez une hausse des loyers de 3,5%, ça représente en moyenne 300 € de hausse par an en moyenne. Sur Paris, c'est bien plus important, c'est même 700 €, d'accord? Parce qu'on a un problème de spéculation à Paris qui est très important. C'est pour ça que, au niveau de la NUP, nous demandons un encadrement à la baisse des loyers. Et on demande aussi la création de police municipale pour contrôler ce respect-là. Parce que l'expérimentation d'encadrement des loyers à Paris a montré qu'il y avait plus de 25% des propriétaires qui ne le respectaient pas, qui faisaient de la délinquance financière. Bon. Mais finalement, si vous vous retrouvez avec une augmentation au niveau de vos loyers, même avec les hausses des APL, vous pouvez vous retrouver finalement avec des moyens financiers en moins. Parce que l'un et l'autre ne se compensent Donc pas. le moins pire ne vous convainc pas, finalement? C'est-à-dire que, grosso modo, non seulement c'est une situation pire qu'aujourd'hui. Alors après, on peut nous dire, ah oui, mais le gouvernement aurait pu faire encore pire. Je veux dire, soyons raisonnables. Nous disons que sur la question du pouvoir d'achat, il y a d'autres mesures bien plus conséquentes à prendre en compte. L'augmentation du SMIC à 1 500 €. L'indexion des salaires sur l'inflation. L'encadrement à la baisse des loyers. Le blocage des prix des produits de première nécessité. Et vous savez, pendant ce temps, il y a un scandale qui doit cesser. Regardez combien Total se gave pendant que le gouvernement ne veut pas assumer de prendre la mesure qui serait juste, qui est de revenir au prix du litre d'essence. Bruno Le Maire rencontre le patron de Total, justement. Oui, mais enfin, il leur demande de tout cela. Mais on n'a pas à solliciter. Je sais on pas a imposé qu'ils arrêtent de se gaver sur le dos des Françaises et des Français. Donc les mesures que vous avez annoncées, je ne sais pas si vous les avez chiffrées, Daniel Simonet. En tout cas, Bruno Le Maire, lui, s'est exprimé ce matin sur l'antenne de BFM TV et RMC pour parler finances publiques. On l'écoute. Je sais que la dette a encore augmenté de 90 milliards au premier trimestre. On est à 2 900 milliards d'euros. Oui, mais c'est pas le montant brut des 2 900 milliards qui me préoccupe. Pourquoi est-ce que je parle de code d'alerte? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé.
que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027. Anne-Sora Dubois, qu'on comprenne bien cette cote d'alerte qui a été atteinte, dépassée, on a l'impression que Bruno Le Maire tient un tout autre discours d'avant les élections. Oui, c'est un tout autre discours d'avant les élections, mais c'est aussi parce que effectivement la période du quoi qu'il en coûte est terminée et que elle était déjà terminée aussi. Bien sûr, elle était déjà terminée, mais on le disait un peu moins avant les élections, en effet, parce que c'était un message politique qui était bien moins stratégique en vue d'une élection qui visait à remporter la majorité. Bruno Le Maire a aussi fait de la politique avant les élections et il en fait aussi aujourd'hui parce qu'il envoie d'une certaine façon un signal à certaines oppositions qui sont elles très attentives au fait que les finances publiques soient saines et que la dette ne soit pas aggravée, notamment ceux qui sont très attentifs aussi à ce qu'on respecte un certain nombre de préceptes qui viennent de l'Union européenne, puisqu'on est en train un peu d'exploser les compteurs en termes de chiffres de dette. C'est un signal aussi envoyé d'une certaine façon à la droite, en lui disant on fait attention aussi aux finances de la France, une gestion en bon père de famille, on ne laisse pas le déficit filer comme ça. Donc là encore, c'est de la politique. Le signal, cette fois-ci, n'est pas envoyé aux Français, mais bien à des potentiels alliés. Daniel Simonet, il semble que cet avertissement de la cote d'alerte de Bruno Le Maire, il vous soit adressé, notamment à vous, la France Insoumise. Moi, je répondrai avec deux éléments. D'abord, la politique du gouvernement pendant le quinquennat a aggravé le déficit quand ils ont supprimé l'impôt sur la fortune, quand ils ont fait une fiscalité très avantageuse pour les actionnaires et qu'ils ont finalement donné des aides publiques à des grosses entreprises du CAC 40 qui ont exposé leurs profits. Je reprends ce chiffre. D'après le rapport Oxfam, la fortune des milliardaires a augmenté de 236 milliards d'euros pendant la crise sanitaire, en grande partie grâce aux aides publiques. Donc là, il est temps d'inverser cette logique de redistribution des richesses, où finalement c'est l'argent public qui file dans les mains des plus grands actionnaires de ce pays. Bon. Ensuite, deuxième chose, on sait que le gouvernement veut s'engager et s'est engagé déjà auprès de l'Union européenne à respecter la règle des 3% de déficit public. Et donc il s'annonce à mettre en place une politique d'austérité qui va être terrible, de saigner. Et moi, je vous le dis, ce qui va nous coûter très cher cet été, c'est de laisser l'hôpital public se dégrader alors qu'il est déjà dans un effondrement total. Ça va nous coûter des vies. Or, la question on de l'hôpital meurt déjà dans les urgences. Or, la question de l'hôpital, est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi préparer pour les générations futures le fait qu'elles n'aient pas à un moment une explosion de leurs impôts en raison d'une dette qui aurait vraiment, pour les générations futures, c'est pour elles aussi qu'on laisse une dette. Mais en fait, organiser la redistribution des richesses autrement, nous proposons de mettre en place 15 tranches d'impôts sur le revenu, ce qui permettrait à toutes celles et ceux qui ont moins de 4 000 euros par mois de revenus de payer moins d'impôts et d'augmenter la fiscalité pour les revenus les plus élevés et notamment les revenus du capital, les revenus des dividendes de la bourse. Il y a suffisamment de richesses dans ce pays pour organiser les choses autrement. Sauf que les libéraux veulent nier cette réalité-là. Et par contre, par leur politique de baisse systématique des dépenses publiques, ils mettent nos services publics en effondrement. Donc l'hôpital public, c'est une catastrophe au niveau des urgences. Il y a des morts à craindre cet été. L'école, on n'arrive plus à recruter des enseignants parce qu'on a un déficit d'attractivité de la profession du fait de la mauvaise rémunération. Il y a eu des annonces d'ailleurs. Mais totalement insatisfaisantes. Enfin, je veux dire, et même les annonces du ministre de l'Éducation qui laissent entendre que maintenant, quand vous êtes dans l'éducation nationale, vous n'avez plus droit à avoir un congé maladie, puisqu'on vous demande de rattraper vos heures lorsque vous êtes en arrêt maladie. Enfin, où allons-nous? C'est gravissime. Nous avons au contraire les moyens de redistribuer les richesses pour défendre notre service public. Parce que sinon, c'est le privé qui en profite et c'est l'intérêt général pour toutes et tous qui est sacrifié. Merci Daniel Simonet d'avoir accepté l'invitation de BFM TV cet après-midi. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa séquence internationale. Il est actuellement en Allemagne où les dirigeants des pays du G7 sont réunis pour parler de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Volodymyr Zelensky s'est adressé à eux tout à l'heure. Il les a exhortés à faire le maximum pour mettre un terme à l'invasion avant la fin de cette année, évoquant notamment la rudesse de l'hiver en Ukraine. Il a aussi demandé aux dirigeants du G7 de renforcer les sanctions contre la Russie en limitant par exemple les prix du pétrole exporté par Moscou.
Le G7 qui a réaffirmé son soutien à l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Anne-Sora Dubois, retour en France d'Emmanuel Macron en fin de semaine après cette longue période de rendez-vous diplomatique. Que va-t-il se passer? Alors, avant qu'il rentre déjà, c'est la rentrée des classes pour l'Assemblée nationale demain. Il va y avoir des événements très importants, l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale et jeudi, l'élection de la présidence de la Commission des finances, qui n'est pas un petit sujet, puisqu'elle pourra demander tout document souhaité à Bercy directement pour vérifier notamment les finances publiques, y compris l'état de la dette, on en parlait à l'instant. Ça donnera aussi une température un peu du degré d'opposition de cette Assemblée. En attendant, Elisabeth Borne, elle poursuit ses consultations en présentiel cette fois. Demain, c'est la grosse journée, puisque aujourd'hui, elle reçoit la majorité. Il faut toujours soigner ses alliés. C'est pas le moment de perdre des députés qui font partie, en tout cas pour la majorité. C'est pas le moment de perdre des députés Horizon ou du Modem. Mais demain, c'est la grosse journée qui commence. Et on imagine que depuis l'OTAN, Emmanuel Macron va recevoir des températures de la part de sa première ministre, puisqu'elle va recevoir successivement les LR, le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes. C'est-à-dire soit les oppositions qu'Emmanuel Macron a validées, tamponnées comme les oppositions fréquentables, puisqu'il a exclu le Rassemblement national. Parti de gouvernement. Exactement, en disant qu'il n'avait pas des idées suffisamment républicaines. En fonction de ça, jeudi, il rentre. Et à ce moment-là, c'est le moment du point d'étape avec Elisabeth Borne. La deadline, le moment qui a été fixé par Emmanuel Macron, c'est début juillet pour annoncer un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement qui réunirait des figures de ces oppositions qui pourraient coopérer avec la majorité. Ça laisse effectivement très très peu de temps. Donc ça veut dire qu'entre vendredi, samedi et dimanche, grand maximum, vous avez des réunions à n'en plus finir entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. L'objectif, c'est qu'il y ait un gouvernement au début de la semaine prochaine. Parce que si, effectivement, Elisabeth Borne a toujours prévu de faire son discours de politique générale le 5 juillet, il est absolument impossible qu'elle le tienne sans avoir un gouvernement qui ait été annoncé et en intégrant les partis qui comptent coopérer avec la majorité. Merci beaucoup, Anne. Les moments importants, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, demain, ce sera à vivre en direct sur BFM TV, dans cette émission. Hein. Absolument, présidence de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Anne. Le procès fleuve des attentats du 13 novembre s'est achevé ce matin au terme de près de 10 mois d'audience. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer depuis. Salah Abdeslam s'est exprimé pour la dernière fois avant le verdict attendu mercredi soir. Emeline Darcourt. Mes premiers mots seront pour les victimes. Lorsqu'il prend la parole pour le dernier jour du procès, Salah Abdeslam est loin de son attitude des premières semaines. Plus de propagande pour l'État islamique dans ses propos. Un changement qu'il souligne. Il n'a échappé à personne l'évolution qui a été la mienne dans ce procès. Son silence, puis ses déclarations provocatrices, il dit les regretter. Il les explique en détaillant longuement les mauvais traitements qu'il assure avoir subis en prison. On m'a ramené dans cette enceinte après 6 ans d'isolement. C'était le choc social, j'étais sur les dents. Son évolution, il explique par ce qu'il appelle un semblant de vie sociale grâce au procès. Ces explications sont jugées maladroites par les parties civiles. Les propos où il raconte malheureusement des scènes qui se passent parfois en prison ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis le début dans ce dossier. Cette maladresse elle-même, pour moi, je la prends plutôt comme une démonstration de sincérité, parce que si c'était une stratégie de défense savamment élaborée avec ses avocats, il n'aurait certainement pas dit ça. Salah Abdeslam affirme devant le tribunal que ses excuses prononcées il y a un mois étaient sincères. Ce message-là est bien reçu par des parties civiles. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de sincérité dans le propos, et c'est une évidence que de dire que les témoignages des parties civiles qui ont été portés à la barre ont réellement eu un impact, ont vraiment porté. Puis Salah Abdeslam évoque la peine qu'il encourt. L'opinion publique dit que j'étais dans les terrasses ou au Bataclan à tirer sur des gens. Vous savez que la vérité est à l'opposé. J'ai fait des erreurs, c'est vrai, mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur, et si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une injustice. Le verdict du procès des attentats du 13 novembre est attendu mercredi soir. La chronique éco. Votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que ça va vous plaire. Votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Objectif pouvoir d'achat, une semaine après les élections législatives. Ça y est, le gouvernement lève enfin le voile sur une batterie de plusieurs mesures anti-inflation. Et parmi elles, on retient notamment
mesure sur le logement. Oui, c'est un peu la surprise. On n'attendait pas forcément le logement et pourtant, c'est une des mesures principales. Alors pourquoi ? Évidemment, le logement, c'est le principal poste de dépense des Français. 20% en moyenne selon l'INSEE. Alors 20%, ça ne veut rien dire. Ça dépend évidemment si on est locataire propriétaire ou pas. Les locataires en moyenne, c'est 30%. Et si on prend les ménages les plus modestes, ça monte jusqu'à 35, voire 50% pour les foyers en difficulté. Donc si ça flambe sur ce poste-là, évidemment, ça fait très mal. Et bien justement, ça devait flamber. En France, on ne peut pas augmenter les loyers comme on veut. Il y a ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers. C'est l'INSEE, tous les 3 mois, dit voilà, bien vous pouvez augmenter, propriétaires, vos loyers de 2, 3, 4%. Et bien là, selon l'INSEE, ça devait augmenter, a priori pour le trimestre qui allait venir, jusqu'à 6%. 6% de hausse, ça aurait fait très mal, sachant qu'il y a déjà eu des hausses de 2,5% et 3,5% depuis le début de l'année. Donc Bruno Le Maire et le gouvernement ont dit non, ce sera 3,5% maximum pour cet indice de référence des loyers, et ce jusqu'à mi-2023 à peu près. Donc sans cette hausse, eh bien, les loyers auraient flambé, ça aurait fait très très mal au pouvoir d'achat. Par ailleurs, 3,5%, c'est pas rien quand même, c'est quand même une hausse. Les APL, pour les foyers les plus modestes, vont suivre aussi avec une hausse prévue de 3,5%, donc pour couvrir cette hausse éventuelle des loyers. Pourquoi ne pas geler les loyers durant cette période ? C'est ce que demandent les associations de locataires. C'est la piste La piste avait été évoquée d'ailleurs par Bruno Le Maire en personne en mai dernier, mais Matignon a tranché. Elisabeth Borne dit c'est une fausse bonne idée. Alors pourquoi ? Parce que les propriétaires sont aussi touchés par l'inflation avec les charges d'entretien, mais aussi par les travaux de rénovation. Le gouvernement veut que les propriétaires rénovent leurs bâtiments pour des questions d'efficience énergétique. Eh bien ça coûte plus cher aux propriétaires. Donc on leur accorde une petite hausse, mais on ne gèle pas les loyers parce que sinon, évidemment, tous ces travaux n'auraient pas pu être faits. Le gouvernement calcule que sur un loyer de 800 € par mois, le fait de modérer cette hausse, eh bien, ça ferait un gain d'à peu près 200 € sur l'année pour les locataires. Donc ça va coûter un peu plus cher, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher. Et d'autres mesures sont également prévues par le gouvernement. Oui, les minima sociaux, on l'a dit, plus 4%, RSA, minimum vieillesse. Le gouvernement va aussi, on l'a appris il n'y a pas longtemps, ça juste à la mi-journée, va aussi relancer un dispositif d'aide exceptionnel. C'est ce qu'il avait fait pendant le Covid. En mai 2020, 9 millions de personnes vont dès la rentrée de septembre, si c'est voté à l'Assemblée, tout ça évidemment, tout ça c'est avec un point d'interrogation. 9 millions de personnes vont recevoir 100 € à la rentrée, plus 50 €. Donc ça, ce sont les bénéficiaires des minima sociaux, 9 millions de personnes, on l'a dit. Ces deux mesures, ça va coûter 9 milliards d'euros aux caisses de l'État. C'est très cher quand même, tout ça. Les entreprises seront-elles aussi mise à contribution? C'est ce qu'on demande, l'État y est mis, mais les entreprises aussi. Alors oui, on va les pousser à élargir les accords d'intéressement pour les petites entreprises. Le plafond d'exonération pour la prime transport va être doublé. Ce matin, on a entendu Bruno Le Maire sur notre antenne mettre la pression sur Total Énergie en disant allez, la ristourne, encore plus de ristourne pour baisser le prix de l'essence. Bruno Le Maire l'a rappelé, on atteint la cote d'alerte. L'État ne peut pas tout. Maintenant, les entreprises doivent aussi mettre la main à la poche pour sauvegarder notre pouvoir d'achat. Merci Frédéric. C'était votre programme avec Hiscox, l'assureur des TPE et des indépendants. Et comme on vous connaît très bien, on sait que vous voulez la suite. C'était votre programme avec Floa. Paiement en plusieurs fois, mini-prêt. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. 22h, Maxime Switek sur BFM TV. Nouvelle soirée spéciale quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine. Image sidérante aujourd'hui. Pour prolonger l'info, décrypter les événements de la journée. Il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cessent. Nos reportages. Le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. C'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux. Nous n'avons aucune information. Et l'analyse de nos chroniqueurs. Là, on assiste ce soir à la destruction d'une nation. 22h max avec Maxime Switek. Chaque soir, du lundi au jeudi, sur BFM TV. Dirigeant, parlez à un banquier qui sait de quoi vous parlez. Votre programme avec Memobank. Memobank, la banque des entreprises innovantes. Honor Magic 4 Pro. Des photos plus vraies que nature. La magie de l'image comme au cinéma. Et une charge ultra rapide. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor.
Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Mais oh, pas Versailles ici. Oh, 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 oh. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Versailles. Hop, 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 hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie moins chère et des services pour réduire votre consommation. Roulez en sécurité et gardez vos points avec l'application Coyote. Profitez de 30 jours d'essai gratuit. Coyote. Groupama soutient la passion du vélo et vous offre un maillot de l'équipe cycliste Groupama FDJ. Rendez-vous dès maintenant en agence. Avec plus de 600 000 annonces et 70 critères de recherche personnalisés, vous allez trouver facilement votre logement coup de cœur et peut-être plus. Commencez votre recherche sur Se Loger. Se Loger, vous avez les clés. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme et mon oncle des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances? En ce moment, chez Fram, le Maroc est à partir de 399 €. Profitez-en. Je me passionne pour le développement durable depuis que je me suis installée à Séville, il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je travaille chez Amazon sur le développement de grands projets d'énergie renouvelable. Comme cette centrale solaire, l'une de nos plus grandes en Europe, qui alimente en partie nos activités. Je suis fière de contribuer à bâtir un avenir meilleur. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses, éco-rénover leur maison, réduire la consommation d'énergie de leur entreprise, passer à l'électrique, et une banque qui leur en donne les moyens. Au Crédit Agricole, on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. Maille présente le repas. Couper, piquer, lever, aimer, passer. Couper, piquer, saucer. Nouvelle sauce maille, une touche d'ingrédients gourmets pour des classiques, pas si classiques. Il n'y a que maille qui maille.
aller-retour à Châteauroux. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. C'est la météo avec B&B Hôtel. Et ça, le bonheur de Max. Qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son B&B Hôtel favori. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Bonjour à tous, c'est une belle amélioration qui concerne cet après-midi les régions du nord-ouest avec le retour de belles éclaircies entre les Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes en remontant vers le bassin parisien. En revanche, le temps reste plus instable des Pyrénées à la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la région Grand Est avec des averses localement orageuses pour ces régions. Le soleil mais le vent pour la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, elles sont toujours un peu justes pour la saison. C'est vrai, seulement 18 degrés pour Brest, 21 pour Nantes, 23 pour Bordeaux, 22 à Toulouse, 23 aussi pour Paris jusqu'à 34 pour Marseille, ça reste chaud dans le sud-est, 35 pour la température la plus élevée à Ajaccio. Demain matin, donc cette belle amélioration quasiment partout avec du soleil. Le temps va rester instable le matin comme l'après-midi dans les régions de l'Est avec de bonnes averses orageuses. À noter que partout ailleurs, donc le soleil va s'imposer. Puis toujours le vent pour la Méditerranée, Mistral et Tramontane. Les températures en matinée toujours un peu fraîches, c'est vrai, 8 pour Cherbourg, 9 pour Nantes, 14 à Paris, 12 à Strasbourg. Ça reste plus élevé dans le sud-est, 23 déjà pour Nice et dans l'après-midi, belle remontée des températures à la faveur de l'ensoleillement. 26 dans la capitale, 25 pour Lille, 25 aussi pour Bordeaux et jusqu'à 33 pour Marseille. Demain après-midi. C'était la météo avec B&B Hôtel. Et ça, la bonne humeur de Max. Pour qui il fera toujours beau chez B&B Hôtel. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. Il est 16h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin. Ce sont les derniers mots de Salah Abdeslam au procès des attentats du 13 novembre. Dernières audiences des accusés, c'était aujourd'hui. L'heure est désormais aux délibérations avant le rendu du verdict mercredi. Nous serons tout à l'heure en ligne avec Maître Negar Haeri qui défend l'un des accusés. Semaine de casse-tête pour Elisabeth Borne, chargée de trouver un potentiel accord de gouvernement et d'établir une feuille de route qu'elle soumettra ensuite à Emmanuel Macron. La Première ministre reçoit les chefs de groupe parlementaires à partir de cet après-midi. Plus de sanctions pour la Russie et la fin du conflit avant l'hiver. Les demandes par visioconférence de Volodymyr Zelensky aux dirigeants du G7 réunis depuis hier en Allemagne. La guerre en Ukraine, ses répercussions sont évidemment au centre des discussions de ce sommet qui s'achève demain. C'est donc le dernier jour du procès des attentats du 13 novembre 2015 après près de 10 mois d'audience. Le verdict est attendu mercredi en fin de journée. Aujourd'hui, les accusés avaient donc la possibilité de s'exprimer pour la dernière fois avant les délibérations, notamment Salah Abdeslam. Kelly Lafin est au palais de justice pour BFM TV. Plusieurs accusés ont parlé avec une émotion dans la voix, des larmes même pour certains, notamment les 3 accusés qui comparaissaient libres, qui ont tous eu un mot pour les parties civiles, les victimes qui sont venues à leur rencontre et qui les ont soutenus. Preuve de l'atmosphère inédite dans ce procès qui dure depuis bientôt 10 mois et durant lequel des liens se sont tissés entre les parties civiles mais aussi avec les avocats et même certains accusés. Quasiment tous ces hommes dans le box ont pris la parole les uns après les autres. Salah Abdeslam s'est exprimé en tout dernier, longuement. Ses premiers mots ont été pour les victimes. Je vous ai présenté mes excuses, dit-il, et certains vous diront qu'elles étaient insincères et que c'était une stratégie. Il n'a échappé à personne l'évolution qui a été la mienne pendant ce procès. Je voudrais raconter quelques épisodes de mon incarcération, non pas pour me plaindre, il serait ridicule de comparer ma douleur à la vôtre, mais pour expliquer les raisons de mon évolution. Salah Abdeslam raconte alors les violences, le harcèlement
harcèlement des surveillants lors de son incarcération en Belgique, qui explique son état d'esprit au début du procès. J'ai été un peu dur dans mes paroles et je le regrette. Après ces justifications, Salah Abdeslam a terminé sa prise de parole par un plaidoyer en sa faveur. La perpétuité est à la hauteur des faits, mais pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box. Je suis entré en prison à 26 ans, a-t-il dit. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin, pas un tueur. Si vous me condamnez pour assassinat, vous commettrez une erreur. Et nous sommes en direct à présent avec Negar Haeri. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocate, vous défendez Mohamed Amri, accusé d'avoir véhiculé les frères Abdeslam lors des préparatifs des attentats, puis d'être allé chercher Salah Abdeslam à Paris dans la nuit, juste après les attentats, et de l'avoir ramené à Bruxelles pour les débuts de sa cavale. Votre client, d'abord, a-t-il pris la parole ce matin ? Il fait partie de ceux qui ont pris la parole, oui. Je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. J'étais assez contente parce que je ne vous cache pas que Mohamed Amri a toujours eu des difficultés à prendre la parole. D'ailleurs, c'était sa crainte au début du procès, de ne pas pouvoir s'exprimer correctement et de ne pas pouvoir se faire entendre. Et je pense que tout au long du procès, tout au long de ces derniers mois, il a pris progressivement confiance en lui. Et il y avait une forme de fluidité dans son discours, dans ses derniers mots aujourd'hui. Donc je suis rien que pour ça très satisfaite. Qu'a-t-il dit en substance ? En substance, il a rendu hommage à la Cour. Il a rappelé, précisé que la Cour lui avait laissé cet espace de parole, qui lui avait fait beaucoup de bien. Il a rappelé qu'il contestait une partie des faits et rendu un dernier hommage aux victimes. On rappelle que le verdict sera rendu mercredi. Quelle peine a été requise contre votre client ? Alors, une peine de 8 ans d'emprisonnement, en sachant que le maximum encouru pour lui est de 20 ans de réclusion criminelle, pour ce qu'on appelle AMT, c'est-à-dire Association de malfaiteurs terroristes. Et il faut savoir que c'est une référence, la peine requise. Mais la Cour peut toujours aller au-delà ou en dessous. Pour Abdeslam, c'est la perpétuité dite incompressible qui a été requise. Il a présenté ses excuses aux victimes ce matin. Peut-on croire en sa sincérité ? Alors, vous n'êtes pas son avocate, mais vous avez suivi ce procès qui vient de s'achever et qui a duré 10 mois. Vous avez donc eu l'opportunité peut-être d'observer Salah Abdeslam. Oui, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne suis pas son avocate, vous l'avez rappelé. Et je connais l'opinion publique dans sa plus grande globalité, ce qu'elle pense. Moi, j'ai un avis très intime, mais qui est très définitif. J'ai en effet assisté à tous ces longs mois de procès et j'ai pu constater une évolution chez Salah Abdeslam. Et aujourd'hui, je suis convaincue, mais catégoriquement, qu'il y avait de la sincérité dans ses propos. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il ait été très médiatisé, évidemment, dans ce procès, Salah Abdeslam, ça a peut-être aussi une incidence, ça pourrait avoir une incidence sur le verdict ? Écoutez, l'une des caractéristiques de ce procès, c'est d'avoir non pas un jury populaire, mais des professionnels, des magistrats professionnels. Et quand il y a une telle atrocité des faits, un tel chagrin qui peut vous submerger à tout moment, avec une telle portée médiatique, c'est assez bien, je pense, d'avoir des magistrats professionnels parce que eux sauront faire la distinction entre le chagrin qu'on peut tous, à juste titre, ressentir et l'application du droit. Et mon espoir, et je ne pense pas être déçue, en tout cas jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas été, c'est que ce droit soit appliqué dans sa plus stricte exactitude. Pour votre client, vous avez plaidé l'acquittement. Pourquoi ? Alors, j'ai plaidé l'acquittement pour l'une des deux qualifications qu'on lui impute, qu'on lui reproche. Et c'est très important de faire la distinction. C'est-à-dire qu'on lui reproche d'un côté ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs terroristes, pour laquelle il encourt 20 ans de réclusion criminelle, mais pour laquelle 8 années d'emprisonnement ont été requis. Et puis le recel de malfaiteurs lorsqu'il a ramené Salah Abdeslam le soir du 13 novembre depuis Paris jusqu'en Belgique. Pour ces seconds éléments, pour ces seconds faits, je n'ai pas demandé l'acquittement. En revanche, pour ce qu'on appelle l'AMT, donc l'association de malfaiteurs terroristes, là j'ai plaidé l'acquittement parce qu'il me semble que l'infraction n'est pas caractérisée. C'est-à-dire que dans leur matérialité, ça n'est pas contesté. Effectivement, Mohamed Amri a transporté à plusieurs reprises, matériellement parlant, Salah Abdeslam puis Brahim Abdeslam devant une agence de location de véhicules pour que ceux-ci louent des véhicules. En revanche, il ignorait catégoriquement ce que les frères Abdeslam allaient faire de ces véhicules, c'est-à-dire un usage illégal. Et d'ailleurs, le parquet a bien indiqué dans ses réquisitions que Mohamed Amri a probablement été instrumentalisé et que s'il avait su cet usage
illégale, il ne l'aurait pas fait. Donc il faut maintenant, il me semble, que la Cour en tire les conséquences et acquitte Mohamed Amri pour cette qualification seulement. Pour clore cet entretien, Maître Haïry, comment qualifieriez-vous, que retiendriez-vous de ce procès hors norme de près de 10 mois ? Écoutez, déjà qu'il ait existé et qu'il se soit achevé, en tout cas dans l'attente du verdict, ce que je retiendrai, c'est l'application des règles de droit, en tout cas jusqu'à maintenant, le triomphe du droit. Vous savez, le Code de procédure pénale envisage tout dans une cour d'assises, notamment les incidents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu des tensions. On a même eu un incident à un moment donné, mais cet incident est resté dans les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de hors-jeu. Et je suis assez heureuse que tout se soit passé jusqu'à présent dans le respect le plus total de ces règles. Merci maître d'avoir été en direct avec nous. Verdict attendu dans 2 jours, donc mercredi, probablement mercredi soir, pour ce procès des attentats du 13 novembre 2015. La politique, à présent, la politique au sens large, parce que ça nous concerne tous, la semaine un peu folle d'Elisabeth Borne qui ne fait que commencer. Cet après-midi, elle commence à recevoir les chefs de partis dans l'objectif de trouver un potentiel accord de gouvernement. Anne-Solène Tavernier. Le temps est compté. Elisabeth Borne a moins d'1 semaine pour proposer au chef de l'État un nouveau gouvernement dit d'action. Quelle forme prendra-t-il? S'agira-t-il d'un gouvernement de coalition? Ce lundi matin, le ministre de l'économie a rappelé un principe intangible. L'esprit de compromis doit s'accompagner de l'esprit de décision. Et le compromis, ce n'est pas le reniement. Il y a un projet. Et croyez-moi, je suis viscéralement attaché à ce que nous gardions la ligne de notre projet. Elle n'est pas négociable. Nous croyons à la nation, nous ne croyons pas, par exemple, au communautarisme. Quel profil la locataire de Matignon est-elle en train d'examiner? Une chose est sûre, selon la volonté de l'Élysée, ni la France Insoumise ni le Rassemblement National ne feront leur entrée au gouvernement. Tant pis, lui répondent les principaux intéressés. Et nous, on n'a pas besoin de brevet de gouvernabilité de M. Macron pour faire des propositions et défendre les Français qui nous ont élus. Nous, on défendra dans la droite ligne des valeurs de Marine Le Pen, ce qui est bon pour la France, et on n'a pas besoin de l'avis des uns et des autres. Ce n'est pas à lui de décider qui peut gouverner ou pas, ce sont les Français qui le décident. Elisabeth Borne, que l'on dit froide et techno, va devoir montrer qu'elle est beaucoup plus politique qu'elle en a l'air. Si sa marge de manœuvre est étroite, c'est du côté de l'Assemblée nationale qu'elle pourrait obtenir des compromis de l'opposition. Quand on regarde les 4 grands thèmes du programme présidentiel, le travail, la fracture territoriale, la sécurité, l'éducation et le climat, je pense qu'on peut se retrouver avec des élus, des députés qui ont un peu, j'allais dire, la même philosophie. D'ores et déjà à la tâche, la Première ministre reçoit ce lundi et jusqu'à mercredi les présidents de groupes parlementaires. On en vient à présent à la guerre en Ukraine après cette entrée dans le 5e mois de conflit et ses répercussions en Europe, dans le monde. Tout cela est au centre des discussions des dirigeants du G7 réunis jusqu'à demain en Allemagne. Ce matin, le président Volodymyr Zelensky les a notamment exhortés à alourdir les sanctions contre la Russie. Anne-Solène Tavernier. C'est par visioconférence que Volodymyr Zelensky s'est adressé aux dirigeants du G7. Derrière son écran, le président ukrainien a entamé son propos par un constat glaçant. 3800 missiles russes ont été tirés sur son pays depuis le début de la guerre, 65 rien que pour la journée de dimanche. L'occasion pour lui d'insister sur la nécessité d'un soutien plein, entier et très opérationnel à l'Ukraine. Concrètement, il réclame plus d'équipements militaires. De telle manière que l'Ukraine puisse contenir l'avancée de la Russie et repousser les Russes au-delà des lignes de février. Car Volodymyr Zelensky s'est montré clair. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de la négociation. Pas de négociation tant que son armée qui recule dans le Donbass n'aura pas rétabli une position de force. La solution en attendant, intensifier les sanctions. Pour nous, une position cohérente des pays du G7 concernant les sanctions est importante. Elles doivent être encore renforcées en limitant les prix du pétrole exporté par l'agresseur. Le G7 y réfléchit, tout comme à un embargo sur l'or russe. Des chefs d'État et de gouvernement qui demandent par ailleurs à la Russie de cesser sans condition ses attaques contre les infrastructures agricoles et de transport et de permettre le libre passage des marchandises agricoles depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. Volodymyr Zelensky l'a rappelé ce lundi, 22 millions de tonnes de céréales sont bloquées dans les silos de son pays.
Et à l'instant, on apprend qu'un missile russe vient de frapper un centre commercial très fréquenté dans le centre de l'Ukraine. Il y aurait des morts et des blessés, selon les autorités locales qui précisent que le bilan pourrait être très lourd. Je cite le gouverneur régional. Les occupants, c'est-à-dire les Russes, ont tiré au missile sur un centre commercial où se trouvaient plus de 1000 civils. Ce centre commercial est en feu. Les sauveteurs luttent contre l'incendie. Le nombre de victimes est, je cite encore, impossible à imaginer. Fin de citation, évidemment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir passé l'après-midi avec nous, 16h42. Restez sur BFM TV à suivre BFM Story. Bon après-midi. On se retrouve demain à 14h. À demain.